s'est dit qu'on allait essayer d'être court ce soir. Il n'y a pas de place attitrée ce soir puisqu'il n'y a pas de dossier. Vous avez tout reçu par email. Pas de nouveaux documents à vous transmettre. Donc vous vous placez où vous voulez. Donc vous pouvez vous rapprocher. Claude, Germain, n'ayez pas peur de moi. Guy, tu peux te rapprocher aussi. Bernard aussi. Bien, écoutez, on va commencer. Bonsoir à tous, merci à tous pour votre présence. Merci une nouvelle fois à la municipalité de Miramont de nous accueillir à Miramont. Et j'en profite pour remercier les municipalités de Miramont et de Lauzun qui nous ont accueillis pendant toute cette période un peu compliquée de crise sanitaire où on a dû faire nos conseils dans des grandes salles. Les réunions, comme je vous l'avais indiqué, vont reprendre à la rentrée dans toutes les communes de la communauté de communes. Et donc en septembre, on se retrouvera à Agnac. C'est bien ça, cher Guillaume? Très bien. Donc merci de nous accueillir pour ce retour à la normale des conseils communautaires. Quelques absents excusés. Nous avons Samira Tafti qui a donné pouvoir à Gianni Meneghello. Nous avons Christian Penaud qui a donné pouvoir à Éric Trélu. Nous avons Jean-Paul Tri qui a donné pouvoir donc à Jean-Pierre Barjou. Jean-Marie Lenzi qui a donné pouvoir à moi-même. Annie, est-ce que tu peux nous donner le reste des pouvoirs et des excusés? Christelle Saint-Bozel a donné pouvoir à Luc Sauve. Jean-François Boulet a donné pouvoir à Claude Etienne. Et Christophe Vernier a donné pouvoir à Christelle Piccolo. Très bien, merci Annie. Donc, on va commencer cette séance. On va désigner un secrétaire de séance qu'on oublie souvent de faire. Qui veut être secrétaire de séance? Rassurez-vous, c'est pas beaucoup de travail. Donc, Jean-Noël Vaquet, secrétaire de séance. Et donc, on va commencer par approuver le compte-rendu et le procès-verbal de la séance du 30 juin. Est-ce qu'il y a des observations, des remarques, des demandes de modification à ce compte-rendu? Pas d'intervention sur ce compte-rendu, donc je le passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, on va attaquer de suite le premier point de l'ordre du jour. Alors, on a un certain nombre d'informations à vous donner en termes de ressources humaines. Les informations de moindre importance, on les a données en bureau, on n'aura pas besoin d'y revenir ici. Et on a deux délibérations, par contre, à prendre en matière de ressources humaines. Donc, le premier point, les deux premiers points en matière de ressources humaines concernent l'environnement, avec l'embauche d'un chauffeur Reaper au 1er septembre. Vous savez qu'il nous manquait un chauffeur Reaper suite à un départ d'un agent à qui on avait accordé une rupture conventionnelle.
Donc, en attendant le résultat du marché d'externalisation, on avait dit qu'on maintiendrait évidemment la continuité du service jusqu'à la fin de l'année. L'agent qui était jusqu'à présent en intérim à ce poste et qui devait continuer son contrat jusqu'à fin août, donc il était prévu de le remplacer à la fin de ce contrat. Néanmoins, cet agent est en arrêt depuis lundi. Et donc, devant la probabilité d'une prolongation de cet arrêt, donc il a été décidé de mettre fin à ce contrat et avancer l'embauche du chauffeur Reaper que nous avions prévu donc, au 1er septembre. On l'a avancé au 16 août. Voilà. Donc, un candidat a déjà été identifié. Il sera embauché via une agence d'intérim. Jean-Pierre, est-ce que tu veux compléter ce que je viens de dire ? Deux mots juste. Un, c'est très très compliqué et c'est assez pénible. Donc, le chauffeur qui avait pris le rond-point en sens interdit, je l'ai recadré et il n'a pas trop bien supporté les choses. Donc, depuis, il a pris mal au genou. Et dimanche soir, au lieu de nous annoncer qu'il prenait son service, il a fait le message inverse. Donc, depuis dimanche, c'est compliqué. La bonne volonté des uns et des autres a permis de s'en sortir. Mais bon, on passe des journées entières à essayer de bâtir des plannings. Donc il nous faut absolument, compte tenu de la figure que nous avons auditée lundi matin à 10h et qui me paraît être un bon candidat, il nous faut effectivement un chauffeur à partir du lendemain du 15 août. Sinon, là, on a failli mettre une tournée en rade mardi matin, donc ils se sont arrangés. Celle de vendredi matin, qui est Miramont, qui est assez lourde, pourra être assurée si tout va bien. Mais sachez quand même que cette nuit, il y en a un qui a oublié de venir travailler. Donc on jongle en ce moment. Voilà. Effectivement, on est vraiment en flux tendu sur ce service, c'est pas évident à gérer, et puis pas évident aussi de recruter comme vous l'avez compris, donc voilà, on va essayer de stabiliser cet effectif et d'avoir suffisamment d'argent pour que ça tourne au moins jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, ça c'était la première information à vous donner. La seconde information, c'est qu'on a prévu le recrutement de l'assistant administratif chargé de la tarification incitative au 1er novembre. C'est un recrutement qui était inscrit au budget. On a déjà délibéré sur la création de ce poste. Et sa principale tâche sera la constitution du fichier des redevables à la tarification incitative. Donc recrutement au 1er novembre pour cet agent. Jean-Pierre, un mot à ajouter ? Non, c'est bon. Très bien. Une délibération à prendre pour la voirie, avec la stagiairisation d'un agent à partir du 1er septembre. Donc on doit créer un poste pour réaliser cette stagiairisation. On a un agent, donc il s'agit de stagiairiser un agent qui est actuellement en apprentissage au sein du service et qui donne entière satisfaction. Jean-Marie, est-ce que tu veux nous en dire deux mots ? Oui, mais je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un agent qui vient de la commune de Moustier, qui a fait 3 ans de stage chez nous, et donc on était très contents. Donc il a été en apprentissage, si vous voulez, c'était pas un stage, on l'a payé à différents tours du SMIC, et c'est la première fois, donc moi j'ai toujours pensé qu'il ferait l'affaire, et il l'a fait. Bon, donc on propose sa stagiairisation. Mais ce n'est pas un poste supplémentaire, sachez-le. Hein. On est encore à -1 à la voirie, donc ce n'est pas un poste supplémentaire. Très bien, merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Oui. Jean. Oui, allô, Jean-Marie, coucou. Oui, Je te disais, le stagiaire qui va être embauché là, il a les permis. Non, on en a fait passer dans le cadre de stagiairisation. On va lui faire passer il a fait on va lui en faire passer un permis poids lourd. Il n'a pas le permis poids lourd puisque tu sais, il était à l'école, quoi. Voilà. Mais on lui fera passer, on a un permis poids lourd, le 26 tonnes suffit pour chez nous, quoi, hein, largement, quoi. Avec 1 000 €, on lui fera passer un permis poids lourd, voilà. Pour l'instant, il mène le cylindre, il fait différents travaux à la voirie, voilà, il est polyvalent, il va dans toutes les équipes, voilà. D'autres questions sur cette stagiairisation ?
Pas d'autres questions, donc je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, ça concerne l'administration générale. Là, c'est une information aussi pour vous dire qu'on a un agent chargé de l'accueil de diverses tâches administratives. Son contrat arrive à terme au 30 septembre. On n'a pas la possibilité de renouveler son CDD, donc on va devoir la passer en contrat SPET à partir du 1er octobre. Mais on avait parlé en bureau communautaire de travailler sur les tâches de cet agent, voir vraiment les besoins du service et pour envisager peut-être une pérennisation de cet emploi et déterminer vraiment le nombre d'heures à lui donner pour qu'on soit au clair sur cette situation. Voilà, des questions sur ce sujet? Pas de questions. Une autre information qui concerne les services techniques, donc le recrutement d'un agent pour le mois d'août, pour le service technique, puisque jusqu'à la semaine dernière, nous avions sur 3 agents, 2 agents en arrêt au service technique. Nous avons un agent qui est revenu cette semaine, mais on n'a pas de visibilité sur la pérennité de ce retour, on va dire. Donc, il est nécessaire de prendre un agent pour le mois d'août pour assurer notamment la livraison du matériel. Vous savez que juillet, août, on a beaucoup de matériel à livrer, c'est beaucoup de travail pour nos agents. Et donc, il faut qu'on puisse assurer ce service. Et donc, l'association intermédiaire n'a pas de personnel disponible. Et donc, nous avons fait une demande auprès du SPET. Voilà pour les informations que j'avais à vous donner sur ce sujet. Pas de questions. Donc, on a une délibération à prendre ensuite concernant France Service. Pour France Service, nous devons créer 2 postes d'agents de catégorie B ou C. Il vous est proposé de créer un poste de catégorie B pour l'encadrant, on va dire, de France Service et un agent de catégorie C. Et donc pour ça, il faut créer plusieurs postes pour pouvoir recruter à différents grades. Voilà. Donc pour le responsable de France Service, donc rédacteur principal de première classe, rédacteur principal de seconde classe et rédacteur. Et puis pour le second emploi, en catégorie C, adjoint administratif de première classe, de deuxième classe et adjoint administratif. Voilà, sachez que le conseiller numérique qu'on va recruter, on le verra ensuite, va participer à ce dispositif France Service, on en avait parlé. Et puis, on a eu l'intervention de la directrice de Pôle emploi de Marmande en bureau communautaire la semaine dernière, qui nous a expliqué aussi les dispositifs disponibles pour avoir des emplois aidés. Et donc, si besoin, sur France Service, on pourra éventuellement recourir à un contrat parcours emploi compétences qui peut être financé jusqu'à 80% sur notre territoire, puisque nous sommes en zone de revitalisation rurale. Voilà pour les informations que j'avais à vous donner. Est-ce que vous avez des questions sur la création de ces 2 postes? Pas de questions, pas d'intervention? Très bien, donc je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dernier point en matière de RH, le conseiller numérique, juste de l'information pour vous dire que, donc, comme je l'ai dit, nous avions prévu d'intégrer ce conseiller numérique au dispositif France Service. On avait prévu la concomitance avec le lancement de ce recrutement avec le lancement de France Service, mais on a la nécessité de former cet agent. Il y a une formation de 2 mois de cet agent qui est obligatoire. Et donc, les dates de formation sont connues pour fin 2021, mais pas pour 2022. Donc, il y aurait 2 mois de formation pour fin 2021, donc à partir du 1er octobre. Et donc, on a demandé l'avis du bureau communautaire qui est favorable à une embauche de ce conseiller numérique à partir du 1er octobre, ce qui permettra de lui faire sa formation en suivant à Agen et pas l'envoyer peut-être dans une destination un peu plus lointaine. Voilà, je vous rappelle que donc, cet agent est financé à 100% par l'État et pendant la période avant l'ouverture de France Service, on pourra l'envoyer notamment sur les communes. Il pourra le faire évidemment
quand France Service sera ouvert, mais en tout cas, sur les mois qui précèdent l'ouverture de France Service, on pourra spécifiquement l'envoyer dans les communes pour intervenir sur divers sujets, notamment, je pense, auprès des associations d'aînés qui ont besoin parfois de se familiariser avec le numérique. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Guillaume. Une petite question, juste, c'est par rapport au France Service, c'était plus une question pour Jean-Noël, pour savoir où en sont les travaux de la maison, la dépôt de permis, voilà. L'appel d'offres est en ligne, sera en ligne. Les entreprises pourront candidater, je crois, jusqu'au 24 septembre. Après, il y a, dans les appels, dans les marchés, il y a toute une procédure. Et le calendrier est fait pour qu'à partir du 1er novembre, les travaux puissent se faire. Les 4 mois qui sont incompressibles pour une livraison au 1er mars, comme évoqué. C'est M. Pascon, tu sais, qui a été le cabinet qui a retenu, donc voilà, qui a fourni tous les éléments. Je crois qu'il y a 9 lots au marché. Merci Jean-Noël. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le conseil numérique? Pas d'autres questions, très bien. Et donc nous passons au point 2 de l'ordre du jour, qui est donc Petite Ville de demain. Et donc je vais laisser la parole à notre chef de projet, Aloïs Touton, pour vous présenter le plan d'action, on va dire, le programme de ce programme Petite Ville de demain, et vous expliquer sa démarche. Je vous laisse la parole. Merci. Alors bonsoir à tous. Donc pour ce temps d'échange concernant Petite Ville de demain et l'opération de revitalisation des territoires, je vous propose de très rapidement revenir sur ce que sont ces deux dispositifs, puis de parler ensuite du calendrier, des acteurs et de la gouvernance du projet, qui sont 3 points essentiels à caler très rapidement. Donc Petite Ville de demain, c'est un plan de relance en faveur des centralités rurales où des binômes villes et communautés de communes ont été identifiés pour bénéficier d'un accompagnement technique et financier pour réaliser leur projet de territoire et plus particulièrement leur projet de revitalisation de cœur de bourg. Et donc j'insiste bien sur cette notion de centralité qui est bien essentielle au programme Petite Ville de demain et à l'opération de revitalisation des territoires. Dans le cas de la communauté de communes du Pays de Lauzun, c'est Miramont-de-Guyenne qui a été la commune ciblée. Mais cette labellisation a vocation à s'étendre sur d'autres communes de la CCPL via notamment le dispositif d'ORT. Et j'attire votre attention sur le fait que toutes les communes n'intégreront peut-être pas le périmètre de l'ORT. Pour autant, le rayonnement de ce projet de territoire sera bien communautaire et chaque commune du territoire aura un intérêt à tirer de ce projet. Donc Petite Ville de demain, finalement, si je résume, c'est bien l'opportunité d'écrire et de réaliser un projet qui soit global, transversal et multithématique au service de toute la collectivité. Petite Ville de demain et l'ORT, ce sont des programmes qui se déclinent en 3 grandes étapes. Donc une première étape d'environ 6 mois, qui est une phase d'étude stratégique de revitalisation et qui se fera à l'échelle intercommunale. Puis ensuite, dans les 6 aux 12 mois qui suivront cette étude, on formalisera le projet et à partir de là, Petite Ville de demain va se transformer en opération de revitalisation des territoires. Et enfin, dans un 3e temps, donc d'ici 18 mois, si tout se passe bien, viendra la phase de réalisation concrète des actions qui se fera sur un temps approximatif de 5 ans, mais peut-être plus ou peut-être moins. Les 18 prochains mois, très concrètement, comment est-ce qu'ils vont se décomposer? Il s'agit de réaliser un diagnostic très exhaustif du territoire où, dans un premier temps, on va identifier les enjeux et le périmètre de l'ORT. Ensuite, on posera vos volontés et vos ambitions politiques. Puis ensuite, on approfondira chaque objectif et chaque enjeu identifié par thème. Donc, ça peut être de l'habitat, de l'économie ou du tourisme. Et on priorisera chacun de ces enjeux pour avoir un ordre de marche cadré. Et enfin, une fois que tout ce travail sera fait,
On rédigera ce qu'on appelle des fiches actions, donc de manière très pragmatique, il s'agira de décliner comment on réalisera les actions, et puis vous signerez la convention d'ORT qui va entériner tout ce travail théorique et permettre de passer en phase de réalisation opérationnelle. Donc voilà pour ce qui est de l'ordre du calendrier. La deuxième complexité de Petite Ville de demain se trouve dans la pluralité des acteurs qui vont intervenir tout au long du programme. Ces acteurs, il faut les identifier et comprendre le rôle de chacun. Donc on recense, on va dire, 4 grandes catégories d'acteurs. Donc la première catégorie, ce sont vous les élus. Quel est votre rôle? Votre rôle, il est d'incarner le projet, de le valider et de décider. Mais il est aussi, et j'insiste aussi sur ce point, de fédérer l'ensemble des populations autour de ce projet. Ensuite, la deuxième catégorie, ce sont les partenaires qui peuvent être institutionnels ou financiers. Donc j'entends par exemple la Banque des Territoires, la DDT ou l'ANA ou le CAUE que vous connaissez aussi, qui vont accompagner et financer les projets. Puis vous retrouverez aussi des maîtres d'ouvrage, comme par exemple la SEM 47 ou des bailleurs sociaux notamment, qui auront là un rôle technique de réalisation des projets, puisqu'ils sont les porteurs de projets, c'est eux qui vont construire et réaliser très concrètement, je parle de phase travaux en fait, les projets. Et puis finalement, en dernier lieu, on retrouve les bénéficiaires qui sont de manière très très générale les habitants et les usagers du territoire, mais ça peut être des groupes de bénéficiaires un peu plus ciblés comme, je ne sais pas, des touristes, des enfants, des commerçants, ça peut être beaucoup plus ciblé, qui seront, eux, les populations ciblées par ce programme, mais qui pourront aussi, selon votre volonté, être associés de manière plus ou moins importante sur les différentes phases du projet. Et ça, ce sont des éléments qui seront à définir ultérieurement au fur et à mesure de l'avancée du projet. Et puis au milieu de tout ça, on retrouve le chef de projet. Ce chef de projet, donc moi, quel est mon rôle finalement dans tout ça? C'est de faire vivre le projet, de l'animer, de coordonner tous ces acteurs que je viens de vous citer, vous conseiller et répondre à vos questions, garantir le bon déroulement du programme et puis vous faire état de son avancement et des points de vigilance, donc de manière régulière sous la forme de bureaux ou de conseils communautaires. J'ai également une vigilance à apporter sur mon rôle. Mon rôle, il n'est pas d'écrire le projet de toutes pièces et de le faire toute seule dans mon coin. Je ne vais pas calquer une méthode théorique qui s'applique à chaque territoire. Et le projet de territoire de la CCPL sera issu d'un travail conjoint et partenarial entre vous, moi et le bureau d'études qui sera chargé de l'étude de revitalisation qui va être opérée dans les prochains mois. Donc voilà pour tout ce qui est de l'ordre des acteurs. Et enfin, concernant la gouvernance, qui est le troisième élément de pilotage essentiel à caler rapidement, et surtout celui-ci, il faut le solidifier et créer un socle qui soit bien concret. Donc la gouvernance, il y a des directives nationales indiquées par la NCT qui a créé ce programme, donc avec la création de 2 instances de décision que j'appelle réglementaires, donc une instance qui est très institutionnelle et qui regroupe les élus, le préfet de département et autres services déconcentrés. Et puis une instance plus technique qui se compose finalement de Annie Thomasin, qui est DGS de la CCPL, et moi-même, qui se fait de manière plus régulière mais qui est très technique. Moi, ce que je vous propose ce soir, c'est de renforcer cette gouvernance en concertation avec Annie et Monsieur le Président, en créant 3 comités supplémentaires. Donc ça peut paraître très lourd dit comme ça, mais finalement, il s'agit simplement d'un cadrage méthodique et organisationnel. Donc le premier comité que je vous propose de créer, c'est le comité de direction qui va concerner là simplement les agents de la CCPL afin de favoriser un temps d'échange et de bonne information entre les agents et de faciliter le conseil et le travail partenarial entre les services. Un comité technique qui va s'élargir aux partenaires institutionnels et financiers de façon à s'assurer très régulièrement du bon déroulement du projet et à lever les obstacles potentiels. Et puis un 3e niveau de décision qui sera le comité de pilotage et qui là vous concerne beaucoup plus
beaucoup plus directement, puisque ce comité de pilotage aura un rôle de coordination stratégique et politique. Et l'objectif pour vous sera d'arbitrer et de suivre ce projet de manière beaucoup plus fine que ce qui peut se faire dans des réunions comme celle de ce soir. Et en termes de composition de cette instance, donc, on retrouvera bien évidemment le président de la CCPL et monsieur le maire de Miramont-de-Guyenne, le vice-président à l'habitat et aux politiques contractuelles, mais la volonté serait d'associer à ce COPIL 2 élus représentants de communes rurales pour avoir une balance équilibrée entre les centralités du territoire et les communes rurales. Je pense qu'on pourra aborder ce point dans un temps d'échange, mais voilà, ce COPIL est essentiel au bon déroulement du projet et se réunira de façon mensuelle. Enfin, pour conclure très rapidement, très concrètement, comment se déroulent mes objectifs ces prochaines semaines. Donc, dans un premier temps, j'ai fixé mon environnement de travail en cernant tout ce qui se passe sur le territoire et les différents outils stratégiques et réglementaires. Je suis en ce moment en train de connaître, de découvrir chaque collaborateur et de me faire connaître par chaque collaborateur, mais aussi par vous élus. C'est pour ça, et je vous remercie parce que vous avez quasiment tous pour l'instant répondu présent à l'appel, en initiant des rendez-vous de rencontres et de découvertes de vos communes, parce que je ne connais pas le territoire encore de manière précise, et donc vous êtes une porte d'entrée pour moi qui est essentielle. Et enfin, je vais établir une méthodologie de travail, une feuille de route, donc un petit peu sous la forme de ce que je fais ce soir, que vous partagerez et que vous validerez, puisque je le rappelle, vous êtes les uniques décideurs de ce qui se passera dans ce programme. Et enfin, mon objectif principal est évidemment de faire vivre le projet de manière régulière et fluide, en animant des rendez-vous pour la réalisation du diagnostic, le périmètre de l'ORT, tout ceci de façon concertée et partagée avec vous, élus du territoire. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation complète. Donc j'ajoute qu'effectivement, il est important que toutes les communes de la communauté se sentent associées à cette démarche, parce qu'effectivement, ça va avoir un impact sur l'ensemble du territoire. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que 2 maires de communes rurales soient intégrés au comité de pilotage. Guillaume a déjà fait acte de candidature, et évidemment, il reste encore une place si vous souhaitez l'intégrer. Et puis, Mlle Touton aussi a pris l'initiative de venir à votre rencontre, et je pense que c'est une très bonne chose, parce qu'effectivement, elle a besoin aussi à la fois de connaître le territoire, mais elle a aussi besoin d'entendre votre vision de votre commune, de votre territoire, des enjeux actuels, des évolutions à venir. Et je pense que ces rencontres, elles sont très importantes. L'autre impératif, c'est évidemment un impératif de transparence. Il faut que vous soyez informés régulièrement des avancées de ce programme, et que vous voyez concrètement ce que ça impliquera pour vos communes et pour l'ensemble de la communauté de communes. Est-ce que vous avez des questions ou des interventions sur ce sujet? Pas de questions, pas d'intervention. C'est que vous avez été très clair, Mlle Touton. Merci. J'en suis ravie. Merci pour votre intervention, et merci à tous. Je passe au point 3 de l'ordre du jour, qui est un point environnement, concernant donc l'autorisation au président de signer une convention avec les propriétaires privés pour la collecte des déchets sur les chemins et accès privés. Vous avez reçu normalement le projet de convention, et simplement, on a plusieurs fois parlé ici, la nécessité d'aller collecter chez des particuliers quand les allées sont longues. Ça permet de rentrer sur les propriétés privées tout en se couvrant du risque de contentieux, puisqu'avec un camion poubelle, on risque de faire notamment des nids de poules, et donc il faut évidemment se couvrir par rapport à ça. Jean-Pierre, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? C'est un modèle de convention qui existe dans d'autres communautés de communes. Donc il est bordé juridiquement, et évidemment, si un jour il y a externalisation, le délégataire pourra en tenir compte lui-même.
Donc voilà, c'était pour répondre à des demandes d'habitat, je dirais, dispersés, où il est plus difficile parfois de ramasser les poubelles que quand on était en point d'apport volontaire. Je ne remets pas le débat sur la table. Merci Jean-Pierre pour cette précision. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Pas de questions, pas d'intervention. Donc je passe aux voix pour m'autoriser à signer cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à économie, agriculture, tourisme, avec un point sur l'OCMAX, point et reconduction de l'OCMAX en 2022. Jean-Noël, est-ce que tu veux nous donner quelques informations? Oui, donc tu l'as dit, donc l'OCMAX, qui est l'opération collective de modernisation de l'artisanat, du commerce et des services à l'échelle de V3G, donc a été reconnu pour toute l'année 2022. Je vous invite à communiquer là-dessus. Donc le 8 juillet dernier, nous sommes réunis à Saint-Mazin et on avait 3 entreprises de la communauté qui avaient déposé des dossiers, une de Miramont, une de La Perche et une d'Allemand-Dudrot. Pour un total, les projets, ça s'est levé à 89 486 €. Ils ont obtenu en tout 29 175 € d'aide, qui se répartissent par la CCPL 7 778 €. La région Nouvelle-Aquitaine a donné 9 194 € et l'État a donné 12 202 €. Donc voilà, en plus de ces 29 175 € a été attribué là par la communauté la bonification, puisque ces 3 projets aussi de modernisation inclut 3 emplois créés sur notre territoire et donc on a mis une bonification de 6 857,14 € en tout. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Il y avait une dizaine de dossiers traités ce jour-là, dont 3 de la communauté. Et donc le MAX est reconduit en 2022. C'est ça. Il y avait aussi le projet d'une réunion dédiée aux entreprises au mois d'octobre, éventuellement, pour notamment parler et présenter l'OCMAX et différents dispositifs d'aide. C'est ça, vous pourrez, auprès de vos différents interlocuteurs, annoncer cette réunion le 7 octobre. Donc les 14 personnes du territoire qui ont été aidées ces 2 dernières années viendront témoigner de leur parcours, de l'aide, comment ils ont pu toucher, comment ils ont pu mettre en place ce projet. Et donc là, on réunira tous les forces vives économiques du territoire pour expliquer tout ça. On en profitera aussi pour faire venir les chambres consulaires, Initiative Garonne, pour faire un point sur toutes les aides possibles et puis comment accompagner tous les projets, toutes les initiatives économiques du moment. Petite parenthèse par rapport à ce dont on a parlé, il y aura un job dating chez C2R le 23 septembre, donc c'est calé. La directrice de Pôle emploi vient vendredi pour tout finaliser. Si vous entendez d'autres entreprises locales qui sont à la peine pour recruter, mais n'hésitez pas, puisque là, Pôle emploi est assez réactif. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que quand on fait des job dating, on recrute, mais au moins on se donne quelques moyens supplémentaires. Si on doit répertorier toutes les entreprises qui ont du mal à recruter, je pense que tout le monde peut prendre contact avec toutes les entreprises de sa commune, parce que je crois que tout le monde a des problèmes pour recruter. Très bien, merci Jean-Noël pour toutes ces informations. On a également, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet, OCMAX, qui est un dispositif vraiment intéressant pour nos entreprises locales. Le point suivant, c'est le lancement de l'opération collective de piégeage de Ragonda. Oui, voilà, donc on a eu une réunion dans les locaux de la communauté il y a une dizaine de jours. Donc on a commencé à être un peu plus dans l'opérationnel. Donc il y avait l'association départementale des piégeurs, des piégeurs. Et donc sur le mois d'août, on fait une expérimentation sur le territoire, on va dire le secteur A, qui sera regroupé, toute la logistique sera regroupée à Lavergne. Donc avec congélateur, cage, tout a été livré ou sera livré bientôt, équarrissage. Et puis on fera un petit bilan fin août, mais là après on passera au secteur B. Et secteur B finalement, cette logistique sera mise en place à Agnac.
Donc je rappelle, l'idée c'est d'abord piéger tous les abords de la Dourdaine, et puis plus le Drô dans un premier temps. Et puis ensuite, quand tout ça, ça sera opérationnel, on essaiera de rentrer, d'aller un peu plus à l'intérieur des terres et notamment tous les lacs. Voilà ce qui a été. Bon, c'est en cours. C'est maintenant, on va apprendre aussi en marchant, comme on dit. Donc il y aura des réunions assez régulières pour pouvoir améliorer. Je pense qu'il y a le fait d'aider un petit peu, d'indemniser, d'accompagner, d'avoir une politique un peu plus communautaire de territoire est assez bien vu par les acteurs de terrain, donc qui se réjouissent de ça. Après, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Merci Jean-Noël. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Pas de questions, pas d'intervention sur ce sujet? Non? Très bien, merci beaucoup. On passe à... Oui, Jean. Oui. Alors, on n'est pas sur le point de la commission, mais bon, on peut aborder, si tu veux, un sujet. Non, on aborde sur un point où on s'était engagé, c'est-à-dire de continuer à faire les vitrines luzerne et trèfle, c'est-à-dire les vitrines oléagineux, protéagineux, tout ça. On a fait maintenant, les vitrines luzerne ont été faites les années précédentes, et là, cette année, nous avons fait un comparatif sur 2 parcelles différentes de trèfle. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour étudier les quantités produites à l'hectare avec une autre variété, avec plusieurs variétés. Mais aussi, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé sur le sujet, c'est qu'en fait, on s'intéresse de plus en plus à la restitution d'azote dans le sol. Pourquoi? Pour vous donner une image. À l'heure actuelle, le département du Lot-et-Garonne est parmi les 10 premiers, je pense, de France au niveau agriculture biologique. Ce qui se passe, c'est qu'en 2000, la fertilisation coûtait, si vous voulez, le Fertibio coûtait 122 € tonne. Aujourd'hui, on est en 2021 et je crois qu'il va arriver bientôt à 450 € tonne. Voilà où est le problème. C'est que maintenant, on essaye de rechercher ce qu'avaient fait les Bretons à une époque, comment enrichir notre sol sans avoir recours à l'achat des engrais à l'extérieur, c'est-à-dire essayer d'avoir l'autonomie en matière azotée sur l'exploitation. Voilà ce qu'on est en train d'étudier. Bon, la Chambre d'agriculture est naturellement au courant, parce que c'est eux qui avaient mené déjà les comparatifs au niveau des vitrines luzerne. Ils vont faire pareil pour le trèfle. Et après, nous irons certainement pour ces célèbres restitutions d'azote au sol. Voilà. Bien, merci beaucoup Jean pour ces informations. C'est très intéressant de nous informer sur ces expérimentations. D'autres interventions? Non? Très bien. On passe à Habitat, Mobilité, Urbanisme, où là, on a 2 délibérations. Une première concernant les travaux d'accessibilité sur les bâtiments intercommunaux, où on doit valider à la fois les honoraires de l'architecte et la mission SPS. Jean-Luc, je te laisse... Tu n'as pas les chiffres? D'accord. Donc on a simplement à valider la proposition d'honoraires de l'architecte à hauteur de 19 920 € hors taxe, ce qui comprend à la fois les travaux et la constitution des dossiers d'autorisation de travaux. Et puis on a la validation de la proposition de mission SPS pour l'ensemble des travaux à hauteur de 1 800 € hors taxe. Moi, ce sont les chiffres que j'ai. C'est bon. Tu veux rajouter quelque chose, Jean-Luc? Non? Ok. Donc, on avait aussi dit en bureau, et donc je vous le dis ici, que certains travaux seront sans doute revus à la baisse pour qu'on rentre dans l'enveloppe. Et puis, rappelez-vous que 2 tranches, on va réaliser ces travaux sur 2 tranches, puisqu'on n'a eu que 20% de DETR, alors qu'on en avait demandé 40. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Pas de questions, pas d'intervention. Très bien, je passe aux voix donc pour valider ces 2 propositions d'honoraires et de mission. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe au point suivant, les travaux d'assainissement sur 2 logements communautaires à Perrières, où là on a consulté les entreprises. Est-ce qu'on a reçu d'autres devis concernant ces...
On n'a pas reçu les devis. Ok, très bien. Alors, en gros, on a des problèmes d'assainissement sur 2 logements, et donc, on a reçu des devis d'une seule entreprise, mais bon, il faut évidemment qu'on demande d'autres devis. On avait un devis qui consistait à modifier l'assainissement du logement B à hauteur de 1 728 € TTC. Et ensuite, on a un second devis qui est plus conséquent, qui consiste à la création de l'assainissement pour le logement A, et qui, là, fait l'objet d'un premier devis à hauteur de 8 541 €. Donc, sur le premier devis à 1 728 €, on n'a pas besoin de délibération, on pourra valider nous-mêmes cette intervention, même si on va quand même demander notre devis là-dessus, pour être sûr d'avoir le meilleur prix. Et puis, on va attendre d'avoir d'autres devis pour la création de l'assainissement sur le logement A, pour vous présenter la délibération en conseil. C'est bien ça, Jean-Luc? On est OK là-dessus? Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? On ne va pas prendre de délibération du coup ce soir sur ce point. Pas de questions? Pas d'intervention? Très bien, je vous remercie. Nous avons un point 6, une délibération pour modifier les représentants de la commune de La Perche au syndicat mixte du Drô-Aval. Nous avons une demande de la commune de La Perche pour modifier sa représentation au sein du syndicat, et donc on nous demande de valider M. Guerne comme titulaire et M. Ogiso comme suppléant. Michael, c'est bien ça? Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Pas d'intervention. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point 7, délibération. Donc c'est pour la cotisation à Interco Rural 47, la cotisation 2021. Donc Interco Rural, je ne vais pas revenir dessus, vous savez ce que c'est, ça regroupe toutes les communautés de communes, enfin jusqu'à présent toutes les communautés de communes du département. On avait fixé une cotisation initiale à 50 centimes par habitant, ce qui devait faire en 2021 5 206 € pour la communauté de communes. Mais l'association est en bonne santé et on n'a pas forcément besoin d'appeler l'intégralité de la cotisation. Et donc l'association a décidé d'exonérer 2 trimestres sur 4 pour 2021. Et donc la cotisation du premier trimestre a été exonérée, et donc nous devons délibérer pour payer la cotisation pour le second trimestre qui s'élève à 1 301,50 €. Quelques mots sur les activités récentes de cette association. Grâce à cette association, nous avons mené un travail de lobbying pour obtenir la création d'un 6e collège au sein de la commission de démographie médicale du département, la CODEM, qui voit notamment passer tous les projets de santé du territoire et qui décide aussi, qui valide les financements pour ces projets. Donc c'est une commission importante, et je peux vous dire qu'on a dû faire le forcing pour que la création de ce 6e collège soit validée à la fois par le préfet, l'ARS, le département et l'ordre des médecins qui essayait en tout cas qui n'était pas pour, on va dire. Donc nous aurons au sein de cette commission de démographie médicale un collège de 6 élus avec 3 représentants des communautés de communes, 3 représentants des agglos, et j'ai été désigné par l'association pour siéger en tant que représentant des communautés de communes. Donc évidemment, je vous tiendrai informé des discussions au sein de cette instance. On échange aussi sur les solutions en matière de démographie médicale. On doit visiter bientôt la maison de santé de Port-Sainte-Marie, qui marche très bien. On va essayer de voir ce qui marche en fait sur le territoire pour essayer de s'inspirer. Et puis, comme je l'ai dit en bureau, je vous le dis ici, on a aussi quelques échanges sur peut-être la mise à disposition de matériel, le prêt de matériel entre communautés de communes. C'est quelque chose qui pourrait nous aider dans certains cas. Voilà sur les récentes activités de l'association. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Oui, Jean-Claude. Merci. Au niveau de la maison de santé, là, Jean-Noël avait parlé l'autre jour que pour la vaccination, peut-être à la demande de C2R, peut-être faire un centre de vaccination. Est-ce que les docteurs sont pour? Alors moi je ne les ai pas eus. Je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de le faire, mais je
je suis assez dubitatif sur leur volonté de participer à un tel dispositif. Voilà. Après, on pourra essayer de le faire quand même, mais voilà, je vous dis ce que j'en pense. Est-ce que vous avez d'autres questions sur Interco Rural, peut-être? Pas d'autres questions, donc je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 8, délibération sur l'appel à projet orientation de la région Nouvelle-Aquitaine avec le PIV 3G. Jean-Noël, tu veux nous en dire deux mots? Alors c'est un projet qui était porté par Territoire d'Industrie, c'est ça au départ? Voilà. Et qui s'adressait seulement à Val-de-Garonne. Ils ont décidé de le repasser au niveau pour avoir un soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine à l'échelle des 4 PCI, c'est-à-dire aussi Pays de Lauzun, Pays de Duras, Casteljaloux et puis Val-de-Garonne, pour que ça touche les 5 collèges. L'idée, c'est de pouvoir accompagner tous les 4e, plus 30 élèves en tout, sur un accompagnement un peu plus accru en termes d'orientation, pour faire simple. Vous avez une note que vous avez sûrement lue en interne, mais de mémoire, bon, voilà, vous avez le prix, c'est 6 304 € pour la communauté des communes. Je crois que c'est le double pour pour l'agglo. Et c'est financé par la région Nouvelle-Aquitaine. C'est plutôt, comme on a parlé en bureau des maires, un plus pour nos jeunes en termes d'orientation. Ça relie le problème de tout à l'heure de l'emploi. C'est une aide supplémentaire. L'idée, c'est de faire du lien avec les entreprises du territoire pour que voilà, les entreprises aussi puissent recruter et intéresser les jeunes aux activités qu'on a sur nos territoires. Et voilà. Notamment revaloriser tous les métiers manuels, donc, et que les jeunes connaissent en amont, d'où les 4e, toute l'offre et tous les débouchés possibles. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Oui, Jean-Pierre. Alors, autant je comprends l'intention, autant je trouve que le programme est un peu nébuleux à mes yeux, de ce que j'en ai lu. Donc je ne ferai pas du tout le procès de la méthode, mais j'espère qu'on aura une vraie évaluation à la sortie sur les moyens qui sont dédiés et l'efficacité, s'il peut y en avoir une, mais enfin au moins, même si ce n'est pas efficace, qu'on comprenne pourquoi ça n'a pas été, qu'on n'ait pas juste une restitution, je dirais un peu plan-plan, comme toutes les opérations de ce type. On est content parce qu'on a ramassé 4 collégiens par-ci, 10 collégiens par-là, 2 entreprises à côté, et qu'on a mis tout le monde dans la même salle, et après, on ne sait pas ce qu'il en sort. Voilà. Excusez-moi d'être un peu caricatural, mais pour 6 000 €, j'aimerais bien savoir quoi. Tu as bien compris que là, on n'était pas à la manœuvre, c'est quelque chose qui a été proposé, qui a été plus ou moins validé par l'ensemble de nos, on va dire, partenaires. Ça aurait été dommage d'être à la traîne et d'être la seule PCI à dire non, mais par contre, tout ce que tu dis, tu as bien raison de le dire, et certains ont déjà demandé qu'en termes d'évaluation, il y ait des retours dessus. Ça va de soi. D'autres questions, d'autres interventions sur ce sujet? Pas d'autres interventions, donc je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, c'est une délibération pour m'autoriser à rester en justice. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas pris de délibération pour m'autoriser à agir en justice, alors que, comme vous le savez, on a pas mal de contentieux en matière de logement. Et donc, il faut m'autoriser tout simplement à rester en justice au nom de la communauté de communes pour pouvoir intervenir auprès de la justice sur les problèmes qu'on a sur la gestion de nos logements. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Jean. À l'heure actuelle, où en est-on au niveau des logements? Au niveau des logements, je demande un point assez rapide. Combien y a-t-il de logements vides? Premier point. Deuxième point, combien y a-t-il de logements où il y a des contentieux de paiement à l'heure actuelle? Alors là, je n'ai pas les chiffres en tête. Peut-être que Dominique, vous avez les infos, ou alors Jean-Luc, pardon, en tant que
Président. Alors, le logement de libre, il n'y en a pas. Où ils sont en train d'être... le locataire est parti, donc il y a un renouvellement, donc il y a des travaux qui sont en train de s'effectuer à l'intérieur. Mais tous les logements sont pleins actuellement. On a encore 2 départs, donc j'ai un état des lieux vendredi et un lundi, mais il y a un nouveau locataire déjà prévu derrière, donc il y aura un mois de vacances pour remise en état des logements. Mais il n'y a pas de logement vide. Et quant au contentieux, il reste encore bien sûr à recouvrir quelques dettes, mais le dernier c'est l'expulsion de la locataire qui est à la Sauveté d'Hydro. Et donc le sous-préfet a acté et a signé l'expulsion au 1er septembre. Voilà. On a eu pas mal de changements de locataires ces derniers mois. Et donc on a un service habitat qui tourne beaucoup, et notamment sur les interventions dans les logements. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est beaucoup de travail en ce moment. Vu qu'ils s'en vont au mois de septembre, c'est-à-dire juillet, août, septembre, ils ne payaient pas le mec là. Donc il y a un mois de vacances. Et ils ne payaient pas déjà avant. Ah, celui qui part au mois de septembre, sur le mois de septembre, c'est un dossier qui date de, je ne sais plus, 2018 au moins. Enfin, il y a une dette d'eux qui doit avoisiner les 10 000 €. Oui. Donc l'expulsion, on avait gagné au tribunal, donc, mais avec le Covid, l'expulsion a été repoussée d'1 an, puisqu'on décalait de quelques mois et on retombait dans la trêve hivernale. Et là, ce coup-ci, on a perdu 1 an par rapport au Covid, mais bon, ça, on n'y est pour rien. Hein. Et c'est vrai qu'avant, les procédures n'étaient pas entamées ou pas suivies. Maintenant, on suit de plus près les procédures. On a un bureau d'avocats, un huissier, on gère ça de près, donc il y aura moins de dossiers de ce style-là dans le futur. Pour faire expulser une personne, les procédures sont très longues. Et malheureusement, voilà, on arrive à ces délais très longs. Et bon, quand on arrive quand même à avoir un arrêté d'expulsion, voilà, on est content parce qu'on va pouvoir récupérer ce logement, le rénover si besoin, et en général il y a besoin, et le remettre en location. Donc c'est une très bonne chose. Mais oui, sachez que ce service, évidemment, est très actif et que voilà, on a beaucoup de demandes de logement et on essaye d'être actif et en tout cas de bien gérer tout ce parc de logements qui est très important. D'autres questions? Daniel. Juste Jean-Luc, je me permets d'attirer ton attention sur le prix du gaz, peut-être à renégocier. Vous avez tous entendu comme moi oui, que le gaz augmente et peut-être voir s'il y a possibilité d'avoir un tarif groupé, et notamment, oui. Moi j'ai 2 logements chauffés au gaz, et je vais les interpeller là en Targas parce que on a échangé ensemble, c'est compliqué. Oui, par rapport au contrat, actuellement c'est la communauté de communes qui a un contrat global pour tous les logements, et après chaque locataire signe un contrat avec le fournisseur. Et justement, on a été interpellé cette semaine, je pense, ou la semaine dernière, parce que le fournisseur s'est mis directement en contact avec les locataires pour leur signaler l'augmentation. Donc on a envoyé un courrier en disant que c'est la communauté de communes qui négocie le prix qui a été négocié. Donc on a convenu avec Dominique, début septembre, d'avoir un rendez-vous avec le fournisseur pour redéfinir le prix des gaz. Très très bien. C'est compliqué les relations avec les fournisseurs de gaz. Très compliqué. C'est toujours compliqué. Très bien, merci Daniel. Alors sur cette autorisation d'ester en justice, est-ce que vous avez des questions spécifiques? Pas de questions. Donc je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point 10, la participation de la communauté de communes ou syndicat mixte des vallées du Tolzac. Donc c'est un syndicat de rivière donc, qui concerne pour la communauté de communes une partie des communes de Montignac-de-Lauzun et de Ségalas, donc 105 habitants, c'est bien ça. Et donc le syndicat mixte augmente augmente la participation des communes au syndicat pour pouvoir réaliser des travaux de consolidation des cours d'eau et de la ripisylve, ce qui fait passer notre cotisation à ce syndicat de 350 € à 422 €. Voilà. Est-ce que c'est hors GEMAPI, me dit Claudine, merci pour l'information.
Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Pas d'intervention. Très bien, je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe au point des commissions. On va commencer par la commission, j'allais dire, commission, voilà, sport. Je cherche Jean-Marie. Je te laisse la parole. Merci Emilien. Donc au niveau du sport, il y a une période d'un mois, là, depuis un mois, c'est commencé au niveau des... Je rencontre les clubs à travers leurs assemblées générales. Donc à ce jour, il y a l'Assemblée générale du basket de Lausanne, de la SAP Udro, de la Vergne Foot, la SLM, de la SM15, le rugby, d'Allemans, le foot dimanche dernier, de Val-de-Guyenne aussi. Donc ça me permet de prendre le pouls de tous ces assos. Donc il y a des assemblées générales où il y a beaucoup de participants. On voit que les clubs ont bien remobilisé, d'autres où ils sont plus, je dirais, les clubs en recherche de licenciés qui se sont plus ou moins dispersés durant cette année particulière. Donc c'était quand même c'est compliqué pour eux pour remobiliser certains licenciés, notamment le basket à Lausanne. Donc enfin, ils y travaillent, ça se passe a priori bien. Bon, ils nous remercient bien, la communauté, de les avoir soutenus durant cette année très très particulière. Donc le 13 septembre, on aura la commission sport, donc on reverra, comme je l'avais évoqué déjà, des critères d'attribution des subventions pour 2022. Donc durant cette réunion, nous recevrons aussi M. Barjou. J'en avais parlé aussi pour initier ce projet qui tient à cœur la commission sport, de projet de chemin de randonnée. Michel Barjou, pas Jean-Pierre. J'ai dit M. Barjou parce que je ne me rappelais pas du prénom. Donc je n'ai pas fauté. Michel Barjou, pardon. Donc le but étant il y a aujourd'hui, vous avez, je vous l'avais expliqué, il y a 9 circuits de randonnée à travers les communes de Lausanne, Saint-Colombe, Bourgognag, Lavergne, Sauvetat et Agnac. Bon, le but étant, c'est qu'à la fin de la mandature, on puisse avoir toutes nos communes, puisse y avoir des chemins de randonnée sur toutes nos communes. Et pourquoi pas à travers ces chemins de randonnée faire aussi des parcours de santé, ça pourrait être intéressant. Donc on va initier ce beau projet. Donc je vous rappelle que ces chemins sont bien évidemment entretenus par les communes respectives. Donc je reviendrai vers vous après cette commission sport. Après, pour terminer, au niveau des travaux, les travaux sur le stade Carretier, donc je vous rappelle qu'on a prévu de faire un arrosage intégré, sont terminés. Donc je m'y suis rendu, donc c'est très très bien fait. Donc on va semer demain ou après-demain. Après on n'a plus qu'à lancer l'arrosage pour faire sortir cette herbe. Donc, et puis, parce que là, depuis 8 jours, je veux dire, le terrain s'est un peu détérioré, comme on n'a pas pu arroser, donc on va remettre ça. Et ensuite, à travers les clubs aussi, malgré tout, malgré ce qui se passe, les compétitions sportives vont repartir. Donc, comme le hasard fait bien les choses, il y a un match qui peut être intéressant de Coupe de France le 28 août pour le premier match officiel de la saison. Donc sur la Nouvelle-Aquitaine, il y a beaucoup de clubs et finalement il y a 2 clubs qui ont été tirés au sort. C'est l'ASA qui va recevoir Miramont, Lavergne, donc ça peut être sympa. Et à travers ce petit événement local, les 2 clubs vont essayer de faire une petite animation autour de ça. Donc si pour les intéresser, ça sera bien, vous pourrez venir, le match est à 20h. Et également au niveau des animations sportives, il y a un grand tournoi de tennis, mais Miramont pourra peut-être en parler mieux que moi, du 8 au 22 août, je crois, Jean-Noël. Donc un tournoi très très prisé par de très bons tennismen aquitains, voire au-delà. Donc c'est très bien aussi. Puis j'en terminerai avec le 4, je parle premièrement, mais le 4 septembre, n'oubliez pas, il y a Mirasso le samedi après-midi, donc c'est très intéressant aussi. Voilà, j'ai brossé un peu ce qui se passe au niveau du sport. Les assemblées générales continuent et je vous relaterai les faits de chaque club. Merci. Merci Jean-Marie. Des interventions, des questions sur le sport? Non, pas d'intervention. Juste dire que le tournoi de tennis, il y avait une grosse interrogation et que j'ai eu Pierrick aujourd'hui, finalement, ils le maintiennent, ils prennent toutes les dispositions pour pouvoir accueillir les tennismen, mais aussi le public dans toutes les... Voilà. Et pour Mirasso, je rappelle que c'est ouvert à toutes les associations du pays de Lausanne. Voilà. Merci Jean-Noël pour ces précisions. On passe à la culture. Cécile, je te laisse la parole. Alors, nous avons eu cet après-midi une réunion donc, pour
sélectionner les différents tapuscrits qui seront présentés donc, avec une restitution donc, le vendredi 8 octobre, donc dans le cadre du concours Conter Nouvelles. Après, vous rappelez qu'avant cette rencontre du 8 octobre, il y aura le circuit du patrimoine qui sera le vendredi 3 septembre. Et puis, en dehors des manifestations prévues, mais qui sont un peu à Paragnac, je pense dans la première semaine d'août de mémoire, 8, 7 et 8, c'est ça, hein? Ah bon, ben ça, donc ça a été modifié depuis... Hein? Voilà, donc la manifestation qui nous préoccupe le plus reste Bastidart avec son organisation. Bon, personnellement, et ça, tant en tant qu'adjointe à la culture à Miramont que présidente de la commission culture, mais je souhaite qu'ils mènent à bien leur manifestation en respectant la convention tripartite qui a été signée. Et puis, voilà, après, peut-être que le président ou Jean-Noël, en tant que maire, ont d'autres points, puisque je n'étais pas à la réunion sécurité qui a eu lieu avec cette association. Alors, je vais simplement merci Cécile, je vais simplement vous donner quelques précisions sur la situation. Par rapport, vous savez, on en a parlé, puisque c'était dans le feu de l'actualité en bureau communautaire la semaine dernière, il y avait la question avec la mise en place du pass sanitaire pose problème à l'organisation. Donc, ce qui est prévu, c'est qu'ils maintiennent les 3 soirées payantes du festival et qu'ils rabattent la partie gratuite du festival, la programmation gratuite, sur le boulevard pour faciliter leur contrôle des passes sanitaires, en fait. Alors, il y avait des questions sur l'ampleur de cette programmation gratuite. Après discussion avec eux, ils vont maintenir une grosse partie, je crois, de leur programmation gratuite, mais qui se déroulera donc sur le boulevard Gambetta, donc ici devant. Et donc, voilà, par rapport à ça, donc il y aura une programmation gratuite et une programmation payante. Et donc, il nous reviendra en tant que financeur d'évaluer à l'issue du festival si la convention, les termes de la convention ont vraiment été respectés ou pas. Et ça sera à nous de dire, en fonction de la part de la programmation gratuite, notamment, mais aussi d'autres critères, s'il y a lieu de réduire ou pas notre participation. Mais en tout cas, ils ont fait, après discussion avec eux, ils ont fait l'effort de maintenir une grosse partie de la programmation gratuite. Donc c'est quand même une avancée importante. Se pose aujourd'hui la question du respect des normes de sécurité sur l'événement. Il y a eu une réunion ce matin en préfecture à laquelle je n'ai pas assisté, Jean-Noël y a assisté. On va simplement vous dire que voilà, il y a encore un peu de travail sur ce sujet, et donc il y a des discussions notamment avec le sous-préfet et l'organisation pour que toutes les normes de sécurité soient respectées sur cet événement. Voilà moi ce que je peux vous dire à ce niveau. Jean-Noël. En résumé, sécurité, secours, voilà. On est sur des basiques, mais bon, le côté sanitaire est géré, je pense, est cadré. Il reste quelques détails qui n'en sont pas à régler. On aura le fameux demain à 10h, puisque le sous-préfet a donné cette deadline pour valider ou pas l'édition du Bastidart 2021. Voilà. Merci Jean-Noël. Des questions sur la culture, sur ce sujet? Oui, Jean-Luc. Juste un point sur la logistique. Vous savez que la communauté des communes a voté une nouvelle convention de mise à disposition du matériel. Donc Bastidart a reçu le 7 juin la convention à retourner donc, avec la caution et l'attestation d'assurance. À ce jour, il n'y avait aucun retour. On a déjà fait un rappel. Donc, tant qu'il n'y aura pas ces éléments à la communauté de communes, le matériel ne bougera pas de la communauté de communes. C'est également la consigne que j'ai donnée au service cet après-midi, effectivement. Comme toutes les associations du territoire, il n'y a pas de livraison de matériel sans signature de la convention, sans attestation d'assurance et sans chèque de caution. On est, je pense, tous d'accord là-dessus. D'autres interventions? Pas d'autres interventions?
Très bien, merci à tous pour votre attention. On passe à la voirie. Jean-Marie. Oui, ben écoute, la voirie, on a fini quand même les fauchages par Agnac et Saint-Pardoux. Donc on est parti maintenant dans les fauchages pour les communes, les fauchages qui sont devenus payants. Donc actuellement, ils sont en train de faucher sur 2 communes, je crois qu'ils sont sur Saint-Colomb et je crois que sur Bourgougnac. Voilà. Et ils vont continuer, ils vont faire toutes les communes qui ont été demandées d'ici la fin du mois d'août. Voilà. Après, dans les travaux, on est à jour dans les travaux de préparation des enduits, on a fini. L'appel mécanique fait des travaux pour les communes. Voilà, donc pour l'instant, le service voirie, il n'y a pas grand-chose à dire, à moins que vous ayez des questions. Est-ce que vous avez des questions pour Jean-Marie? Oui, Jean-Luc. Juste l'entretien, la route qui va sur Roumagne, c'est la véloroute. Actuellement, les banquettes sont à une hauteur d'herbe impressionnante. Enfin, c'est très dangereux de faire de vélo. L'accès au pont médiéval aussi. Je voulais savoir si est-ce que c'est prévu d'intervenir sur cette route-là. Non, alors si tu veux, je pense que c'est des communes, Roumagne, ça a été la commune Roumagne, la Sauvetat, tout ça. On a démarré par ces routes-là. Donc effectivement, on a le même problème au niveau du département. Les routes qui ont été traitées en deuxième passe en premier ont beaucoup repoussé. Donc non, mais il faut le dire, ce matin on a eu un problème sur Saint-Pardoux avec monsieur Dalmans qui se plaignait que ça avait repoussé. Non mais ça il faut le dire, puis on va le faire, on va le faire faire, je le ferai faire ça. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est la route, tu veux dire, Jean-Luc, qui part de la Sauvetat, enfin qui part d'Agnac, puisque c'est après le pont, qui va jusqu'à Roumagne, quoi. Oui, tout à fait, oui. Ouais, voilà. Qui arrive d'Allemagne, D'accord. Voilà. Donc, sec. On fera un coup sur les accotements, on ne va pas refaire, voilà, mais on donnera un coup sur les accotements. Voilà. Merci Jean-Marie. D'autres questions pour la voirie? Pas d'autres questions. Je passe à prospective politique contractuelle. Donc Jean-Marie Lenzi ne veut pas être avec nous ce soir. Simplement, il nous a donné des informations en bureau sur le travail de la commission sur le projet piscine. Et donc il y a des visites de piscine sur des territoires similaires aux nôtres qui sont organisées par Jean-Marie avec sa commission pour aller voir ce qui se fait ailleurs et voir comment valoriser, améliorer cet équipement et en perspective de la prise de compétences. J'ajoute que nous avons eu une réunion la semaine dernière, une conférence des exécutifs du SCOT, pour échanger sur la création du PETR, du pôle d'équilibre territorial rural, qui remplacera à terme à la fois le pays, Val-de-Garonne, Guyane, Gascogne, et le SCOT. Voilà, pour faire une seule structure. Et donc on a commencé à travailler sur la gouvernance et sur la structuration de ce syndicat. Donc j'ai demandé à Jean-Marie de traiter ce sujet avec sa commission avant qu'on le traite en conseil communautaire. Donc c'est un sujet qu'on reverra ensemble à la rentrée parce que voilà, c'est important de le traiter. Il y a beaucoup de politiques qui vont passer à terme dans cette structure, dans ce PETR, on a quand même pour objectif de le mettre en place d'ici la fin de l'année. Donc ça va aller assez vite. Et donc dès la rentrée, je pense qu'on mettra le nez dans ce projet. Des questions là-dessus? Pas de questions. Les finances, on avait des sujets à voir en finance, Claudine? Non, ok, très bien. Merci. Ouais. Bon, j'ai été complet alors. Très bien, je te remercie Claudine pour ton satisfecit. Jean-Pierre, il y avait d'autres choses à dire sur l'environnement? Juste 2 points d'information, d'actualité. Donc Jérémy Brière a pris ses fonctions pour l'opération Composton. Il a pris contact, je pense, avec la plupart d'entre vous dans vos mairies pour envisager des actions que vous pourriez vouloir mettre en œuvre, que ce soit du compostage collectif ou que ce soit
des opérations de sensibilisation au compostage individuel. N'hésitez pas à faire appel à lui. Il a été, je dirais, très dynamique jusqu'à présent et il ne demande qu'à s'investir dans chacune des communes où le compostage peut progresser. Donc faites appel à Jérémy Brière, je pense qu'il n'y a pas de souci. Excusez-moi, oui. Il a pris contact avec chaque commune? J'ai dit avec la plupart, hein. Je ne sais pas où il en est, je n'ai pas fait voilà. Et par ailleurs, sachez que... Personne, oui. je vois qu'apparemment je ne suis pas le seul, donc ça oui, me mais rassure. c'est pour ça que j'en profite, parce que ça fait partie de sa mission, et donc j'espère que c'est fait. Je ne peux pas vous dire. Non. Alors, quels sont les maires? Levez la main, qui ont déjà eu contact avec Jérémy Brière. Laverne. Voilà. Oui, donc il n'y a que 5 jours dans la semaine, il reste 4 semaines pour faire le tour. Ok, sachez que donc il a dépanné à la déchetterie lundi, sinon je fermais la déchetterie puisqu'on n'avait pas l'effectif pour accueillir le public. Donc c'est lui qui a dépanné. Donc il ne passe pas son temps au bureau et je pense que il faut lui être gré de sa disponibilité et de son ambition. Donc il a été à la déchetterie et on a profité pour faire le tour d'horizon de la problématique déchets verts. Voilà. Donc ça c'était côté Jérémy Brière. Le deuxième point c'est la mise en ligne du marché. Donc aujourd'hui on a fait le point avec Annie ce matin. Il y a des consultations sur cette mise en marché. Donc je pense qu'il y a au moins trois opérateurs aujourd'hui qui sont en train de préparer leur offre. Donc on aura évidemment début septembre le résultat de cette consultation. Voilà, pour le reste, c'est que de ce qu'on a déjà vu. Très bien, merci Jean-Pierre. Des questions? Jean? Oui, je me suis permis d'aller espionner dans la commune voisine, à Bourgougnac, comme ça, où il y a eu une idée, je pense, très très bien, qui est une très très bonne idée, c'est d'avoir mis une caméra au-dessus des poubelles, là où il y a les machins. Et depuis que cette caméra est là, au coin de la mairie, ben, je vois qu'il n'y a plus de bordel autour. En gros, merci Jean-Marie, tu pourrais nous en parler, tu as fait un super truc là. Parce qu'en fait, je pense que c'est déjà là une bonne solution et qui ne coûte pas si cher que ça. Bon, alors je vais vous dire tout sur le prix et tout. Ça me coûte quand même 230 € par mois de location. Voilà, vous êtes au courant combien ça coûte parce que on a mis 4 caméras. On a mis 4 caméras autour de. On a mis une caméra pour les poubelles, bien sûr. On a mis 2 caméras pour protéger le devant de la salle des fêtes et en bas. Et on a mis une caméra pour la route pour la gendarmerie qui relève les plaques. Tant qu'on y était, on a dit on va faire une caméra que les gendarmes peuvent consulter s'ils ont besoin lors de cambriolades. Voilà. Donc voilà ce que ça nous coûte. Il faut que vous le sachiez, de 130 € par mois. Il y a 4 caméras, on a pris un contrat de 5 ans. Vous avez qu'à voir, il y a 60 mois. Voilà. Mais c'est vrai ce que tu dis, Jean, au niveau des poubelles, on a remarqué, les gens se méfient. Donc jusqu'à maintenant, j'ai fait qu'envoyer des lettres. Je fais les photos, puisqu'on peut les imprimer. On imprime les photos et on envoie. Je vais à la gendarmerie, me donne qui c'est, et j'envoie la photo des gens qui sont en train de poser les trucs à côté des conteneurs où il ne faut pas. Voilà. Et on n'a pas encore verbalisé. Bon, pour tout te dire, le premier que j'ai pris, c'est mon voisin. Voilà. Donc, il ne faut pas croire que c'est infaillible, hein, mais bon, voilà. Voilà. Mais bon, c'est vrai que depuis qu'il y a ça, on a beaucoup moins de choses à côté des poubelles. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est pas miraculeux, mais bon, sache que dans mon conseil, on l'a fait, mais certains n'étaient pas. On l'a fait à la majorité, je crois qu'il y en avait 3 qui n'étaient pas pour parce qu'ils pensaient que c'était quelque chose qui est contre comment ça s'appelle, restriction de la liberté publique. Mais bon, après, voilà. Jusqu'à maintenant, on ne s'en est pas servi pour pénaliser. Mais si ça continue, s'il y en a qui vont vraiment trop loin, on le fera. Voilà. Mais il faut savoir que j'ai pris quelqu'un aussi avec une entreprise de Marmande. C'est une entreprise de Marmande il avait prêté son fourgon, le gars, et
la personne s'est permis de vider, elle a vidé juste à côté des poubelles, mais je l'ai appelé de suite, et le lendemain, elle est venue rechercher tout. Hein. Voilà. Oui, non mais c'est utile effectivement. Oui, pardon. Moi, je me permets de te dire, j'en ai mis une autour de mes bâtiments, là, parce que j'avais toujours des intellectuels qui venaient gratter, là. Alors, et elle m'a coûté, je crois que même pas 200 €. Et elle balaye sur 380 degrés. Sur 380 degrés. Il faut savoir que maintenant, c'est du matériel, plus ça va, plus les prix baissent. Et on peut avoir des surveillances avec caméra pour pas cher, crois-moi. Et ça s'enregistre sur un boîtier. Ouais, oui, Jean, il faut faire la différence entre le domaine privé et le domaine public. Attention. Hein. Je suis d'accord avec toi, mais il y a une convention à signer avec le domaine public à ce moment-là. Moi, c'est le domaine privé. En fait, sur le domaine public, il y a un passage en commission départementale. Et en fait, il faut que le dispositif qu'on prévoit soit accepté par la commission. Moi, je sais qu'à Almance, au début, je voulais juste mettre des caméras de chasse pour chasser deux, trois endroits. Et la gendarmerie a refusé. Donc, ils m'ont dit non, il faut que vous ayez les caméras reliées à la mairie avec un système d'enregistrement, tout ça. Donc, du coup, on a dû mettre beaucoup plus cher que des caméras de chasse. Et c'est vrai que la technologie évolue, on a des prix de moins en moins élevés. Et effectivement, ça peut être efficace dans un certain nombre de cas. Je pense que vous aviez vu les images du braquage à Almance. Et pour les poubelles aussi, je sais qu'Éric, on en parlait avant la réunion, verbalise aussi via sa caméra. Et effectivement, c'est efficace. Ouais, tu as raison de le souligner. Tu as le cas, par exemple, chez les agriculteurs, où la gendarmerie nous dit, pour plus être cambriolé, il faut que vous fermiez tous vos bâtiments. Quand tu as 3000 m² de bâtiments à tout fermer, il ne va pas tous les soirs aller tirer tous les portails. C'est pas possible. Mais déjà au niveau logistique, c'est difficile. Quoi. Ceci dit, moi je prends l'exemple de plusieurs agriculteurs qui ont mis les caméras. Mais sur les 3 que je connais, depuis qu'ils ont les caméras, c'est fini. Il y en a un, ça va faire 3 ans. Et lui, il me dit, quand je passais 3 ans sans être cambriolé, c'était beaucoup. Donc, moi, je pense que c'est une bonne évolution. Ah oui. Voilà. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait à la voirie. Tu peux le dire aussi, c'est ce qu'on a fait à la voirie, au service de voirie, parce qu'effectivement, on a mis fin à ce risque de cambriolage qui nous a déjà coûté cher. Alors, on a fait un système pareil à la voirie, mais bon, on est passé par la boîte qui nous fait Jean-Luc, c'est Jean-Luc, elle nous fait la MSP, c'est ça? Ouais, voilà. Donc on a pris la même, et si vous voulez, c'est pour protéger, parce que bon, bientôt les assurances, si ça revient tous les ans. Alors en fait, je n'ai pas pensé à vous dire, j'ai été appelé par la gendarmerie parce qu'ils ont retrouvé les voleurs qui nous ont cambriolés quand même. Donc ils ont retrouvé du matériel. Donc je dois aller au mois de septembre pour voir si je reconnais du matériel qui nous appartient, quoi. Ils ont été pris sur d'Amazon, apparemment, des gens de d'Amazon. Voilà. Mais alors, comme ça a été remboursé, je vais te dire, on a eu déjà le cas au département, nous. Même si ça a été remboursé, l'assurance est passée dessus, on ne va pas revenir, on ne va pas faire une déclaration à l'assurance. Mais si on peut le récupérer, on va récupérer un cas comme ça, ça me fasse voler l'autre. Voilà. On ne va pas tout récupérer. Mais là, il y a un tracteur, le tracteur jaune, apparemment, c'est le Stiga jaune, et voilà, ils nous l'ont. Voilà. Avec Madame le juge, elle disait qu'aujourd'hui, il prenait de plus en plus compte des moyens matériels mis à disposition de la justice. Alors, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il préfère avoir des images plutôt que des témoignages qui sont souvent pas toujours bons. Voilà. Après, c'est un outil, c'est pas non plus la panacée, c'est pas ça qui va résoudre tout, mais effectivement, c'est un outil qui permet en tout cas d'être plus efficace. En tout cas, sur ce qui est des cambriolages, oui, c'est un outil qui peut aider, ouais, c'est sûr. D'autres interventions sur l'environnement? Je vois Guillaume avec le micro à la main. Non, c'est pour les questions diverses? D'accord. Jean-Luc, il y avait d'autres sujets concernant ta commission? Oui, concernant les malfaçons des peintures des volets des maisons, des avant-toits, donc avec l'entreprise LG Décor, il y avait une expertise et on avait conclu de passer un accord en amiable avec l'entreprise.
Donc on avait signé le protocole et l'entreprise n'a toujours pas signé le protocole à ce jour. Donc s'il ne signe pas, on partira sur la décennale, sur une autre façon de se faire dédommager de ce travail. Voilà. Dans le même domaine, c'est les problématiques que nous avons à la MSP avec des fuites d'eau. Nous avons des ombrières en verre qui ont éclaté aussi. On a plusieurs problématiques. Donc on a eu une réunion, l'architecte de Bordeaux est venu il y a 15 jours pour faire le point. On a convoqué quelques entreprises. C'est vrai que le délai était très court, ils n'ont pas pu se libérer. Il y en a 3 qui sont venus quand même. On a fait un état des lieux donc, des problématiques et on va convoquer donc, toutes les entreprises qui sont liées au problème au mois de septembre pour voir si on enclenche aussi des assurances ou si ça peut se résoudre à l'amiable aussi. Il n'y a pas c'est pas de trop gros travaux, mais bon, on attend de voir les entreprises. Il y a notamment ces prises verre, ces prises soleil, pardon. Qui éclate, ça c'est assez dangereux, donc il faut le traiter assez rapidement. Voilà par rapport à ces problématiques. Après, par rapport au planning de l'employé qui fait les travaux, on a des travaux à la maison des saveurs à faire. Et c'est vrai que c'est assez compliqué vu la charge de travail qu'on a sur les logements. Donc on a encore 2 états des lieux à faire vendredi et lundi, et suite à l'état des lieux et des travaux qu'il y aura à faire sur ces logements, on pourra définir l'intervention de Dominique Trésarieux sur la maison des saveurs. Voilà. Merci Jean-Luc. Des questions sur ces sujets? Pas de questions. Juste avant de passer aux questions diverses, je vous donne quelques infos aussi par rapport à la santé. Vous savez qu'on a mis en place un groupe de travail sur le sujet démographie médicale. On est en train d'étoffer progressivement ce groupe de travail. Là, j'ai intégré cette semaine un pharmacien qui a très envie de participer au projet de centre de santé, qui veut s'impliquer dans le projet. Et donc, l'objectif, c'est à la rentrée d'organiser une rencontre avec le centre de santé de Tonneins d'une part, le centre de santé de Fumel d'autre part, qui sont prêts à nous accueillir, à nous donner toutes les infos et à nous accompagner dans notre projet. Donc, voilà, je tenais à vous donner ces informations-là. On peut passer aux questions diverses. Et donc, Guillaume est dans les starting blocks. Je te laisse la parole. Oui, alors, pas grand-chose, c'est juste pour rebondir sur ce qu'a dit Cécile. Donc nous, on a maintenu le cinéma plein air à Agnac, c'est bien le 31 juillet à 22h. Le film, c'est toujours Coco, comme c'était prévu. Voilà. On a demandé à la préfecture ce qu'il fallait pour venir. Nous, pour le moment, on n'a pas besoin du pass sanitaire. Voilà. Parce que tout simplement, c'est plein air et qu'on ne peut pas maintenir, on ne peut pas, en gros, parquer les gens. C'est pas un ERP. Ouais, c'est pas un ERP. D'accord. Voilà. Comme c'est pas un ERP, on peut passer comme ça. Et en plus, c'est le 31 juillet, on n'est pas encore au mois d'août. Voilà. Donc pour ce qui est du film, l'itinérance culturelle est maintenue. Voilà. Et après, pour ce qui est du 8 août, notre inauguration, voilà, nous, on doit retéléphoner lundi, mais normalement, il n'y a pas de souci, c'est maintenu. Voilà. Juste pour précision. Voilà. Très bien. Midi. Merci, merci Guillaume. D'autres points en questions diverses? S'il y a d'autres sujets que vous voulez aborder en questions diverses? Non? Oui, Jean? Nous nous apprêtons, d'ailleurs on a une réunion ce soir à 8h, nous nous apprêtons à faire une rando moto sur commune de Lavergne, Bourgougnac et autres là. Et je me pose la question, est-ce que pour cette rando-là, est-ce qu'on aura besoin d'un pass sanitaire ou pas, quoi? Je crois que oui, et j'ai d'ailleurs vu une rando annulée pour cette raison. Mais il me semble que oui, je crois, enfin, en tout cas c'est les informations que j'ai, mais il faut sans doute demander des précisions à la préfecture ou à la sous-préfecture. Pardon? Une personne à la préfecture qui s'en occupe, la sous-préfecture ne s'en occupe pas. Et à la préfecture, en gros, ils vont te dire que c'est à partir du 9 août. D'accord. Voilà, mais j'ai déjà vu une rando annulée sur ce sujet qui devait se dérouler, je ne sais plus quand, mais bientôt. Voilà. D'autres questions?
Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous libérer et vous souhaiter à tous un très bon été, de très bonnes vacances si vous avez la chance de partir. Et puis rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures. À bientôt.